Alors, beaucoup de questions se posent. D'abord, pourquoi tant de haine et de mépris à l'endroit de Cellou Dalein Diallo? C'est une question objective qu'un homme doit se poser. Pourquoi? Deuxièmement, que veut réellement le CNRD avec Cellou Dalein Diallo? Troisièmement, Cellou Dalein lui-même, est-ce qu'il a la conscience désormais que le CNRD a fini de programmer sa mort politique? Est-ce qu'il est conscient de cela? Et peut-être une dernière question qu'on pourrait se poser, que reste-t-il à Cellou Dalein pour éviter la noyade, le naufrage? Voilà autant de questions, et d'autres questions viendront où les confrères auront l'amabilité de mettre à notre disposition ici, de discuter, d'en débattre. Voilà la question qui est partie. À vous la pompe, allez-y. Alors, moi, j'aimerais bien sortir d'abord le problème et utiliser une image. Celui qui s'identifiera dans l'image, ça sera son analyse à lui. Le problème, c'est quoi? Vous êtes victime d'une offensive politico-judiciaire concertée. Il y a eu une reprise illégale de votre maison. Il y a des poursuites judiciaires contre vous devant la CRIEF. Et nouvellement, il vous est interdit de vous inscrire au fichier électoral et au fichier d'état civil. Il vous est également interdit de tenir votre congrès ou le congrès de votre parti politique. Vous faites face à la trahison d'un ancien allié politique devenu complice de vos ennemis. J'aurais bien fait d'utiliser adversaire, mais je vous dirai pourquoi j'utilise ennemi plus tard. Alors, quand le problème est composé de ce type de facettes-là, vous devez faire une réflexion et identifier des pistes stratégiques pour résoudre votre problème. Et votre problème ne peut pas se résoudre entre deux avions, encore moins entre deux États. Parce que, premièrement, si on considère les éléments politiques qui constituent votre force, vous avez une légitimité historique, légitimité populaire, aurais-je dit historique ou politique. Vous avez aussi un réseau au niveau national et au niveau international pour susciter un peu le soutien potentiel de vos à la fois militants et des citoyens de votre pays. Mais si vous êtes entre deux avions, entre deux maisons, c'est que vous avez une faiblesse ou des faiblesses. Vous risquez un isolement institutionnel, vous risquez de faire face à des atteintes à vos ressources matérielles parce que, comme vous l'avez dû le remarquer, à l'entame, j'ai parlé de votre maison qui a été retirée. Vous risquez également de faire face à des menaces juridiques et surtout, vous risquez de faire face à des trahisons dans vos rangs puisque vous vous êtes un peu éloigné de l'institution qui fonde votre popularité, votre légitimité populaire et votre légitimité institutionnelle. Cependant, il vous reste encore quelques éléments quelques forces qui pourraient se transformer en opportunités. Vous pouvez vous construire une mobilisation internationale, par exemple pour les droits civiques, puisque votre recensement, votre droit à figurer sur le registre d'état civil et du fichier électoral relève de vos droits civiques. Vous pouvez également faire usage stratégique des médias et des réseaux sociaux. Vous pouvez également avoir des alliances à la fois internes et externes, des opposants ou des figures neutres qui pourraient probablement porter votre problème. Je ne dirais pas porter votre malheur, mais porter votre problème. Mais quelles sont les menaces qui peuvent surgir avec une telle stratégie aussi? C'est que vous faites face à une répression physique ou judiciaire accrue, très accrue, parce que vous faites face à des poursuites judiciaires devant la CRIEF, vous faites face à un conflit judiciaire lié à votre maison. Ça peut être une sorte de menace auquel vous devez faire face. Et cela risque de démobiliser quelques partisans non convaincus. Là, j'aimerais bien souligner quelques partisans non convaincus. Je souligne le mot composé non convaincus. Vous risquez également de faire face à des manipulations judiciaires ou médiatiques
probablement par le régime en place ou probablement par vos adversaires. Cette fois-ci, j'utilise le mot adversaire parce que les adversaires peuvent être à la fois au sein du gouvernement, tout comme ils peuvent être à l'extérieur du gouvernement. Mais il faudra aussi noter que vos propres faiblesses peuvent être vos adversaires. Alors, ce qu'il vous faudra, de mon point de vue, dans un premier temps et dans un contexte de ce type, c'est de rétablir votre légitimité à la fois politique et au sein de l'opinion publique. Et cela peut se faire à travers un certain nombre d'actions. Vous pouvez tenter, par exemple, de délégitimer juridiquement et moralement les poursuites qui vous sont opposées. Est-ce que cela est une stratégie qui est mise en place pour sauver la figure que je suis en train de décrire? J'en suis pas très sûr. Vous pouvez également sauvegarder l'existence et la légalité de votre structure. Ça, c'est si, par exemple, on vous interdisait de jouir vos droits en ce qui concerne la structure à laquelle vous appartenez. Et une fois encore, les pistes de solutions stratégiques que j'aurais proposées à une telle figure, c'est d'internationaliser un peu la situation, c'est-à-dire que avoir des réseaux des ONG qui puissent porter sa voix et des institutions régionales ou internationales qui puissent porter sa voix. Cela pourrait se passer à travers la constitution d'une équipe juridique solide et de contrôler les procédures abusives, parce que aujourd'hui nous savons que le droit est un peu internationalisé. Sur le volet de la communication dans une telle situation, je pense que la production des messages clairs sur l'injustice aurait été beaucoup plus efficace que la propagande. Parce que moi, je considère que les communicants politiques en Guinée font usage de la propagande. Et je pense que la propagande n'a pas de résultats durables, puisque la propagande souvent cache la tromperie. Il serait aussi bon d'utiliser les médias et les réseaux, puis documenter les abus pour les rendre publics, pour en tout cas la consommation internationale et la consommation locale. Sur la vie politique, puisque c'est surtout ce qui nous intéresse ici, je ne suis pas sûr que le ministre de l'administration du territoire soit le garant de l'application des décisions judiciaires, à moins que je n'ai pas bien compris mes cours de droit à l'université. Cependant, il a un droit de regard sur le fonctionnement des partis politiques qui relèvent de son département. Donc, il serait bon d'avoir un rapprochement tactique avec d'autres leaders d'opposition, par exemple, ou d'autres leaders religieux, ou d'autres leaders de la jeunesse, ou en tout cas d'autres leaders dans la vie publique guinéenne. Et quand je parle des leaders, je parle de ceux qui ont pour unique objectif l'intérêt public, l'intérêt général, pas l'intérêt personnel. Il serait bon aussi pour quelqu'un qui fait face à des difficultés de ce type d'avoir des structures parallèles sur lesquelles il pourrait se reposer dans la mesure où il n'avait pas la pleine jouissance de l'outil fondamental qu'il a pour exercer ses droits civiques et politiques. Donc en cela, je pense que mobiliser la diaspora pour un plaidoyer externe aurait été une bonne option pour un peu consolider ses acquis en termes de légitimité populaire et politique. Il serait bon aussi de renforcer le leadership de soi-même, parce que malgré l'exil et parfois la clandestinité entre guillemets, on peut avoir des appuis, des supports sur au niveau national. Sur ce fait, j'aimerais souligner sur un fait. Sur le plan de renseignement, même au sein de votre structure, vous devez évaluer la loyauté interne des uns et des autres. Si vous n'avez pas un outil de mesure, comme on le dit ici, le métrique, un outil de mesure de la loyauté interne de vos collaborateurs, je pense que le simple fait de faire de la propagande pour vous faire plaisir ne suffirait pas d'évaluer, ne suffirait pas à la mesure ou ne vous permettrait pas d'évaluer exactement combien de fois ceux qui portent cette propagande-là vous restent fidèles. Il serait bon d'identifier les complices internes de manière discrète. Je pense aussi que cela relève un peu de la stratégie politique pour pouvoir sortir d'un tel dilemme, le dilemme dans lequel la figure X que je décris se trouve. Il serait intéressant pour cette même figure de restructurer les cercles décisionnels autour
des alliés sûrs. Il faut savoir identifier l'allié sûr dans un groupe et il faut savoir l'utiliser. Et quand vous ne savez pas utiliser un allié sûr, vous le frustrez et il risque d'agrandir le cercle de ceux qui souhaitent avoir des scalps. Regardez vos scalps, c'est-à-dire votre tête coupée. Et il serait bon d'avoir un certain nombre de scénarios au-delà de tout le tralala que je viens d'évoquer plus haut. Nous savons que les poursuites judiciaires sont devenues aggravées. Je ne dis pas que ces poursuites ont motivé l'exil, mais cet exil doit être transformé en un exil stratégique avec une mobilisation externe, comme je venais de le dire tout à l'heure. Les interdictions multiples devraient permettre à la victime de créer des mouvements citoyens parallèles. Cela aurait été une bonne stratégie politique qui pourrait affaiblir l'adversaire en question ou l'ennemi en question. Mais il serait bon de faire attention sur l'affaiblissement populaire parce que connaissant un peu la psychologie, la mentalité de certaines militants, de certains citoyens guinéens, il est très facile pour le Guinéen de faire de la propagande alors que ce n'est réellement pas sa vision. Et les Américains disent « the cash is the king », c'est-à-dire que celui qui a l'argent peut être réellement le roi parce qu'il vous dirige même si ce ne sont pas vos propres convictions. Et dans le contexte guinéen, moi je dirais plutôt que celui qui a l'argent, il a le décret, il est le roi, il est le king, il peut faire de vous ce qu'il voudra, vous pouvez oublier votre maman et votre papa, excusez-moi c'est un peu exagéré la formule, pour le suivre. Et je pense que des campagnes d'écoute et de sensibilisation interne, même au sein du parti, avant même d'aller vers ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui aurait été beaucoup plus efficace. Puisque j'ai parlé trop, il est temps que je m'arrête là avec ma littérature un peu incompréhensible. Je pense que vous êtes face à un dilemme entre résister ouvertement et préserver votre intégrité physique et politique sur le long terme. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il est bon que l'homme soit confronté à ce type de situation de temps en temps. Parce que Bette David a dit qu'il faut savoir choisir sagement tes ennemis et tes adversaires. Et il ne faudra jamais éliminer tes ennemis et tes adversaires. Je sais qu'on va m'opposer un autre auteur qui dit qu'il faudra éliminer totalement l'ennemi parce que l'ennemi c'est comme du feu. Si vous laissez une petite partie du feu, il risque de reprendre à un moment où vous ne pourriez pas le maîtriser. Mais pourquoi je prends l'exemple de Bette David? C'est tout simplement parce qu'il dit que l'ennemi vous permet de sortir de votre zone de confort, vous permet d'avoir une certaine motivation, vous permet d'avoir le courage d'affronter ce que vous aviez qualifié hier d'impossible. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder son ennemi, l'identifier sagement et l'utiliser intelligemment. Par contre, l'adversaire également, il faut le garder. Il ne faudra pas l'éliminer parce que seul l'adversaire vous permet de découvrir vos faiblesses. Les qualités qui vous manquent, c'est seul l'adversaire dans son adversité qui peut vous permettre de les découvrir. Et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple de Bette David là. Il faut conserver à la fois l'adversaire et l'ennemi, parce que toute chose qui n'est pas comparée n'a pas de valeur. Et pour finir, il faut rester dur sur ces principes. Vous n'êtes pas voleur. C'est pas parce que tout le monde est voleur qui fait que vous allez voler. Vous n'êtes pas menteur. C'est pas parce que tout le monde ment qui fait que vous allez mentir. Il faut rester dur sur ces principes et quel que soit ce que cela va vous coûter, le cas de Maître Mohamed Traoré est là. Restez sur vos principes. Il faut rester souple sur vos tactiques également. Si dans une adversité, vous êtes inflexible, ça pourrait être contre-productif et cela n'est pas très stratégique. Il faut rester souple dans les tactiques. Il faut également être visible dans la communication. Une fois encore, la communication est différente de la propagande. Et en Guinée, on pense que tout le monde est communicant. Ce n'est pas vrai. Du point de vue discipline, ce n'est pas vrai. Du point de vue stratégique, ce n'est pas vrai.
la communication est une conception de stratégie. En réalité, la communication ne doit pas être entre les mains de celui qui n'est pas réfléchi, celui qui ne sait pas analyser les données, celui qui n'a pas une compétence multidisciplinaire, parce qu'il conçoit les stratégies. Et plus généralement, le communicant est moins vu. C'est celui qui est chargé de l'information qui est vu, parce que lui, il reçoit des formules qu'il doit dérouler comme il les a reçues. Il n'a pas les prérogatives d'analyse et de modification des stratégies qu'il a reçues en termes de communication. Donc, il faut être visible dans la communication. Il faut également avoir des alliances intelligentes. Une fois encore, j'insiste là-dessus. Il faut avoir des alliances intelligentes. Si vous n'avez pas des alliances intelligentes, le plus proche de vous vous trahira sans que vous ne vous en rendiez compte. Je m'excuse d'avoir été long, je m'arrête là.